Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Nabil. Sachez que ici, je vous raconte des histoires tous les soirs. Et cela demande beaucoup de travail. Mais c'est un immense plaisir de vous accompagner et vous aider à vous détendre. Si vous voulez soutenir mon travail, il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Cela prend quelques secondes et ça permet à développer cette communauté et grandir ensemble. Allez, sans plus tarder, on commence cette histoire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous détendre dans un endroit où vous vous sentez bien. Fermez les yeux, c'est beaucoup mieux. Éteignez les écrans, éteignez les lumières. Ce moment, c'est un moment à vous. On est parti. La brume montait lentement entre les arbres quand Georges ouvrit les yeux. Il faisait encore sombre dans la cabane, mais il n'avait pas besoin de lumière pour connaître ses gestes. Il les répétait chaque matin depuis tant d'années qu'ils étaient devenus une part de lui, comme la respiration. Il posa les pieds sur le plancher froid. Le bois craqua doucement sous son pied. Dehors, la forêt dormait encore, enveloppée dans ce silence épais des matins d'automne. Ce silence que Georges aimait par-dessus tout. Il alluma le poêle. Les premières flammes éclairaient la pièce d'une lueur chaude et tremblante. Sur l'étagère, les outils étaient rangés avec soin. Près de la fenêtre, une vieille chaise restait vide. Il ne s'asseyait jamais dessus. C'était la chaise d'Hélène. Georges se servit un café noir, sans sucre, dans la tasse ébréchée qu'il gardait depuis 20 ans. Il but lentement, debout, en regardant le jour se lever derrière les sapins. La lumière glissait entre les branches, douce et grise, et posait sous la mousse une couleur d'argent. Quand sa tasse fut vide, il enfila sa veste épaisse, ses bottes usées, et prit son bâton de marche près de la porte. Le froid du dehors le saisit, vif et propre. Il respira profondément. L'air sentait la terre mouillée, les feuilles mortes, le bois humide, l'odeur de l'automne. Georges marchait sans hâte. Il connaissait chaque sentier, chaque racine, chaque pierre. Pendant 40 ans, il avait été le garde de cette forêt. Il l'avait protégée des braconniers, soigné après les tempêtes, écouté toutes les saisons. Maintenant qu'il était à la retraite, il n'avait pas voulu partir. Il serait allé où? La forêt était sa maison, la seule qui lui restait. Il fondit du bois une partie de la matinée. Le geste était simple et régulier. La hache montait, puis retombait, et le bois se séparait en deux avec un bruit sec. Georges aimait ce travail. Il occupait ses mains et vidait sa tête. Quand on coupe du bois, on ne pense à rien d'autre. Il ne pensait à rien
certains jours, était un soulagement. Vers midi, il s'arrêta. Il s'assit sur une souche, sortit un morceau de pain de sa poche et mangea en silence. C'est alors qu'il le vit. À la lisière de la clairière, immobile entre les troncs, se tenait un cerf. Un grand mâle au pelage roux, au bois large comme des branches. Georges le connaissait depuis 10 années. Il l'appelait le vieux. Chaque automne, à la saison de brame, l'animal revenait dans ces parages. Et chaque automne, Georges lui parlait. « Te revoilà, dit-il doucement. Tu as l'air en forme cette année. » Le cerf tourna la tête vers lui. Ses grands yeux sombres le fixaient un instant. Calme, sans peur. Entre l'homme et la bête, il n'y avait pas de méfiance. Seulement une vieille habitude, une sorte de respect silencieux. « Moi aussi, je tiens encore, » ajouta Georges avec un demi-sourire. Le vieux baissa la tête, brotta quelques feuilles, puis s'éloigna lentement dans la brume. Georges le regarda disparaître. Quand il fut seul à nouveau, le silence revint, plus lourd qu'avant. Il resta un moment sans bouger. C'était étrange. Le cerf était le seul être à qui il s'adressait encore la parole. Les villageois, il les croisait rarement. Ses anciens collègues l'avaient oublié. Et Hélène n'était plus là depuis 3 hivers. Georges se leva en repliant son mouchoir. Il fallait rentrer avant la nuit. Le soir tombait vite en cette saison. Sur le chemin du retour, il marcha la tête basse, écoutant le craquement des feuilles sous ses pas. Il se disait que la vie était devenue simple, trop simple peut-être. Les jours se ressemblaient tous, et il n'attendait plus rien. Mais il ne se plaignait pas. La solitude était un manteau qu'il portait depuis longtemps. Et il s'y sentait au chaud. Il ne savait pas encore que ce calme touchait à sa fin. Que bientôt, une lettre allait arriver et bouleverser le silence qu'il avait mis tant d'années à construire. Mais cela, c'était l'histoire du lendemain. Le lendemain, le ciel était gris et bas. Une pluie fine tombait sur la forêt, de celles qui ne font pas de bruit, mais qui trempent tout, lentement, sans qu'on s'y prenne garde. Georges resta longtemps à la fenêtre, sa tasse de café à la main, à regarder les gouttes glisser sur la vitre. Il aimait ces jours-là, les jours de pluie où l'on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. La forêt semblait retenir son souffle, les oiseaux se taisaient, et lui, dans sa cabane, se sentait à l'abri du monde entier. Vers le milieu de la matinée, il entendit un moteur au loin, un bruit qui n'avait rien à faire ici. Georges fronça les sourcils. Peu de gens montaient jusqu'à sa cabane. Le chemin était mauvais, plein de dornières, et il ne menait nulle part ailleurs. Une vieille camionnette verte apparut entre les arbres. Georges reconnut le facteur, un homme qu'il croisait 2 ou 3 fois par an, pas davantage. L'homme descendit, salua de loin, et tendit une enveloppe
sans sortir de sous son parapluie. Recommandé, Monsieur Georges. Faut signer. Georges signa, prit l'enveloppe et remercia d'un hochement de tête. La camionnette repartit aussitôt, et le silence revint, plus épais encore qu'avant. Il rentra, posa l'enveloppe sur la table, la regarda d'un long moment sans l'ouvrir. Le papier était blanc, officiel, avec le cachet bleu de l'Office national des forêts dans le coin. Georges n'aimait pas les lettres officielles. Il n'apportait jamais rien de bon. Il finit par l'ouvrir, lentement, avec son vieux couteau. Il déplia la feuille et chaussa ses lunettes. La lettre était courte, quelques lignes seulement, mais à mesure qu'il lisait, son visage se durcissait. L'office l'informait qu'une jeune stagiaire allait être envoyée dans son secteur. Elle devait cartographier la zone, étudier la faune et apprendre le métier auprès de lui. On comptait sur son expérience. Elle arriverait dans la semaine. Elle logerait à la cabane, faute d'autre hébergement à proximité. Georges reposa la lettre sur la table. Ses mains tremblaient un peu. « Non », dit-il à voix haute, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. « Non, c'est hors de question. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Une stagiaire, ici, chez lui, dans le silence qu'il avait mis 3 ans à apprivoiser. Quelqu'un qui parlerait, poserait des questions, remplirait l'espace de sa présence. L'idée seule lui était insupportable. Il s'assit à la table, prit une feuille de papier et son vieux stylo. Il allait écrire pour refuser. Il était à la retraite, après tout. Il n'avait plus de compte à rendre à personne. Qu'il trouve un autre, un jeune encore en poste, quelqu'un qui aimait la compagnie. Il commença à écrire, mais les mots ne venaient pas. Sa main restait suspendue au-dessus de la feuille. Son regard glissa vers la chaise vide, près de la fenêtre, la chaise d'Hélène. Et soudain, sans qu'il l'ait voulu, un souvenir remonta. Hélène aimait recevoir. Du temps où elle vivait, la cabane n'était jamais vraiment silencieuse. Il y avait toujours quelqu'un qui montait, un voisin, un randonneur perdu, un ancien collègue. Elle leur offrait du café, du gâteau, les écoutait des heures. Une maison sans visite, disait-elle, c'est une maison qui meurt à petit feu. Georges revoyait son sourire, sa façon de poser la main sur l'épaule des gens. Elle qui aimait tant les autres, qu'aurait-elle pensé de lui, aujourd'hui, de cet homme qui ne parlait plus qu'à un cerf? Il reposa le stylo. La feuille resta blanche. Pendant un long moment, il ne fit rien. Il écouta la pluie tomber sur le toit, régulière, patiente. Puis il froissa lentement la feuille dans un point et la jeta dans le poêle. Les flammes la dévorèrent aussitôt. « 1 semaine », murmura-t-il. Il n'avait pas dit oui, mais il n'avait pas dit non non plus. Et au fond de lui, il savait déjà que la décision ne lui appartenait pas vraiment. Cette semaine-là, Georges dormit mal, pour la première fois depuis longtemps.
Le silence de la cabane ne le rassurait pas. Il écoutait autrement, comme si, quelque part au loin, quelque chose s'était déjà mis en marche. La semaine passa trop vite au goût de Georges. Chaque matin, en se levant, il comptait les jours qui le séparaient de l'arrivée de la stagiaire. Et chaque jour, il espérait un peu qu'elle ne venait pas. Qu'il y ait un empêchement, un changement de programme, n'importe quoi. Mais le 7e jour, vers la fin de la matinée, il entendit de nouveau un moteur sur le chemin. Il sortit sur le pas de la porte, les bras croisés. Une petite voiture cabossée gravissait la côte en cahotant. Elle s'arrêta devant la cabane dans un nuage de poussière. La portière s'ouvrit et une jeune fille en descendit. Elle était menue, le visage rond, des cheveux bruns retenus en queue de cheval. Elle portait un grand sac à dos, presque aussi gros qu'elle, et des bottes neuves, bien trop propres pour la forêt. Elle leva les yeux vers la cabane, vers Georges, et son visage s'éclairait d'un large sourire. « Bonjour, vous êtes Monsieur Georges ? Je suis Léa, la stagiaire. Quel endroit incroyable! C'est encore plus beau que sur les photos. » Georges ne répondit pas tout de suite. Il la regardait, immobile, le visage fermé. « C'est par là que je dors ?» continua-t-elle sans attendre. « Oh, et c'est vous qui avez construit cette cabane ? Le bois est magnifique. Vous savez, j'ai étudié toute la région avant de venir. Il paraît qu'il y a des cerfs, des sangliers, même des rapaces rares. » « Vous parlez beaucoup, coupa Georges. Léa s'arrêta net. Son sourire vacilla, mais ne disparut pas tout de suite. « On me le dit souvent, admit-elle. Si l'enthousiasme, gardez-le pour vous. Ici, on n'écoute plus qu'on en parle. » Il tourna les talons et rentra dans la cabane. Léa resta un instant sur place, un peu désemparée, puis attrapa son sac et le suivit. L'intérieur la fit taire un moment. Elle observa la pièce, le poêle, les outils rangés, la tasse ébréchée, la chaise vide près de la fenêtre. Tout était propre, simple, ordonné. Tout respirait la solitude. « Vous dormez là », dit Georges en désignant une petite pièce au fond, à peine plus grande qu'un placard. Un lit, une table, c'est tout ce qu'il y a. « C'est parfait », répondit Léa. Georges la regarda du coin de l'œil. Il s'attendait à une plainte, à une moue, mais elle souriait toujours. Et cela l'agaçait sans qu'il sache pourquoi. Les jours suivants furent difficiles. Georges répondit par monosyllabes. Quand Léa posait une question, il esquivait ou changeait de sujet. Quand elle s'émerveillait d'une trace, d'un oiseau, d'un champignon, il haussait les épaules. Il espérait peut-être la décourager, la faire renoncer, la voir remonter dans sa petite voiture et redescendre vers le monde d'où elle venait. Mais Léa ne renonçait pas. Elle se levait tôt, prenait des notes, dessinait les cartes, observait tout avec une patience que Georges n'avait pas prévue. Sous son bavardage,
il y avait une vraie passion. Et cela, il devait bien l'admettre, il ne pouvait pas le mépriser. Un soir, l'automne déjà bien avancé, Léa ne rentra pas à l'heure habituelle. Georges, d'abord, n'y prêta pas attention. Puis la nuit tomba. Vite, comme toujours en cette saison. Et la jeune fille n'était toujours pas là. Georges sortit sur le pas de la porte. Le froid mordait. La forêt était noire, silencieuse, immense. Il appela une fois, 2 fois, pas de réponse. Son cœur se serra. Il connaissait la forêt. Il savait combien elle pouvait être traîtresse pour qui ne la connaissait pas. Les ravins, le froid, la nuit qui efface tous les repères. Il attrapa sa lampe et son bâton et s'enfonça entre les arbres. Il marcha longtemps, le faisceau de sa lampe balayant les troncs. Il appelait encore et encore. Enfin, au creux d'un vallon, il entendit une voix faible. « Je suis là, par ici !» Il la trouva assise contre un rocher, la cheville tordue, tremblante de froid mais soulagée. « Je me suis perdue, » murmura-t-elle, honteuse. « Je suis désolée. » Georges ne dit rien. Il l'aida à se relever, passa son bras sous la sienne et la ramena lentement vers la cabane, dans le noir. Pour la première fois, le silence entre eux n'était plus hostile. L'hiver arriva d'un coup, comme souvent en montagne. Un matin, Georges ouvrit la porte et trouva le monde recouvert de blanc. La neige était tombée toute la nuit, épaisse et silencieuse, effaçant les chemins, alourdissant les branches des sapins. La forêt avait changé de visage. La cheville de Léa guérissait lentement. Pendant quelques jours, elle ne put pas sortir, et Georges dut bien s'occuper d'elle. Il lui apportait du bois pour le poêle, préparait la soupe, lui tendait sa tasse de café le matin. Il faisait ses gestes en silence, sans un mot de trop, mais il les faisait. La neige les enfermait ensemble. Dehors, le froid était trop vif, le chemin trop dangereux. Ils étaient seuls, tous les deux, dans la petite cabane, jour après jour. Et peu à peu, sans qu'ils s'en rendent compte, quelque chose se mit à changer. Au début, c'était de petits gestes. Léa qui remplissait la tasse de Georges avant qu'il la demande. Georges qui posait une couverture sur ses épaules de la jeune fille quand elle s'endormait près du feu. Des silences partagés, côte à côte, à regarder les flammes. Le silence n'était plus une barrière entre eux. Il était devenu une compagnie. Un soir, alors que la tempête soufflait dehors, Léa fouillait dans une vieille étagère, à la recherche d'un livre. Sa main rencontra un carnet à la couverture usée. Elle le sortit curieuse et l'ouvrit. À l'intérieur, des pages et des pages d'une écriture fine et soignée. Des dessins de fleurs, d'oiseaux, de feuilles. Des notes sur les saisons, sur les bêtes de la forêt. Léa tourna les pages, émerveillée. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Qui a fait ça ?» Georges, qui lisait près du poêle, leva les yeux. Quand il vit le carnet entre les mains de Léa, son visage se figea. « Reposez ça »,
dit-il d'une voix sourde. Pardon, je ne voulais pas... Ce sont les carnets d'Hélène. Léa referma doucement le carnet. Elle hésita, puis demanda tout bas. C'était votre femme ? Georges ne répondit pas tout de suite. Il regardait le feu, les mâchoires serrées. Puis lentement, comme si les mots lui coûtaient, il se mit à parler. Elle connaissait la forêt mieux que moi. Moi, je la protégeais. Elle la comprenait. Chaque fleur, chaque oiseau. Elle savait leur nom, leur habitude. Elle passait ses journées dehors à observer, à dessiner. Ses carnets, c'était toute sa vie. Léa l'écoutait sans bouger, retenant son souffle. C'était la première fois qu'il parlait autant. Elle est partie il y a 3 hivers, continua Georges. Une maladie. Vite, trop vite. Il s'arrêta. Sa voix s'était brisée. Léa attendit, patiemment, sans rien dire. Le jour où elle est morte, reprit-il enfin, je n'étais pas là. J'étais en tournée, de l'autre côté de la forêt. Quand je suis rentré, c'était fini. Elle est partie seule, sans moi. Le silence retomba lourd, douloureux. Dehors, le vent hurlait contre les murs de la cabane. Vous ne pouvez pas savoir, dit doucement Léa. Non, mais ça ne change rien. J'aurais dû être là. C'était mon rôle, veiller sur elle, comme je veillais sur la forêt. Et j'ai failli. Georges se tut. Il regardait ses mains, vieilles et usées, posées sur ses genoux. Léa comprit alors bien des choses. Pourquoi il s'était retiré du monde? Pourquoi il ne parlait plus qu'un cerf? Pourquoi le silence lui était devenu un refuge? Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était la culpabilité. Elle n'aurait pas voulu ça, dit Léa après un long moment. Que vous restiez seul, que vous vous punissiez. Georges ne répondit pas, mais il ne contredit pas non plus. Cette nuit-là, longtemps après que Léa fut allée se coucher, Georges resta éveillé devant le poêle. Il prit le carnet d'Hélène entre ses mains. Il l'ouvrit doucement et regarda les dessins à la lueur des flammes. Les fleurs, les oiseaux, l'écriture fine qu'il connaissait par cœur. Pour la première fois, depuis 3 ans, il ne ressentit pas seulement de la douleur, il ressentit la gratitude d'avoir aimé. Et tout au fond, le premier souffle léger d'un poids qui commençait, peut-être à se soulever. L'hiver finit par lâcher prise. Un matin, Georges entendit le bruit de l'eau qui coule. La neige fondait sur le toit, goutte à goutte. Puis, en petits ruisseaux, la glace cédait, le printemps revenait, timide encore, mais bien là. La forêt s'éveillait lentement, les premières fleurs perçaient sous la neige fondue. Les oiseaux revenaient, un à un, et leur chant remplissait l'air du matin. Georges respirait cet air nouveau, avec une sensation étrange, presque oubliée. Quelque chose en lui aussi semblait dégelé. La cheville de Léa était guérie depuis longtemps. Elle pouvait de nouveau marcher, courir,
grimpait, et désormais, Georges ne la laissait plus partir seule. Chaque jour, ils sortaient ensemble dans la forêt. C'était lui, maintenant, qui parlait. Il lui montrait les choses. Comment reconnaître les traces dans la boue, le sabot du sanglier, la patte du renard, le printemps léger du chevreuil. Comment lire le vent, deviner la pluie, écouter le silence des bêtes pour savoir qu'un danger approchait. Une forêt, ça ne se regarde pas, disait-il. Ça s'écoute. Léa buvait ses paroles. Elle notait tout, posait 1000 questions. Et Georges, pour la première fois depuis des années, prenait plaisir à répondre. Il se découvrait un goût qu'il croyait perdu, celui de transmettre, de donner à quelqu'un ce qu'il savait, pour que cela ne se perde pas avec lui. Un après-midi, ils s'arrêtèrent à la lisière d'une clairière. Georges posa la main sur l'épaule de Léa et lui fit un signe de ne pas bouger. Là, entre les arbres, se tenait le vieux, le grand cerf roux, immobile, le museau levé vers le vent. Il était sorti de l'hiver maigri, mais vivant. C'est lui, murmura Georges, le vieux. Il est là depuis des années. Léa retenait son souffle, émerveillée. Il vous connaît ? À sa manière, on se respecte, lui et moi. Le cerf tourna la tête vers eux. Il les observa un long moment, de ses grands yeux sombres. Puis, sans hâte, il s'éloigna dans les fourrés. Georges le suivit du regard, un demi-sourire sur les lèvres. « Il vous a accepté », dit-il à Léa. Sinon, il serait déjà parti en courant. La jeune fille rayonnait. Et Georges, en la voyant si heureuse, ressentit quelque chose de chaud dans la poitrine, une tendresse qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, presque celle d'un père pour son enfant. Les semaines passèrent ainsi, douces et lumineuses. La cabane n'était plus silencieuse. On y entendait des rires, des conversations le soir près du feu, le bruit des pages que Léa tournait en étudiant les carnets d'Hélène. Georges la laissait faire à présent. Il aimait même la voir penchée sur les dessins, posant des questions sur celles qui les avaient tracés. Mais un soir, tout bascula. Léa, joyeuse, parlait de l'avenir, de ce qu'elle ferait après son stage. Elle évoqua l'idée de revenir plus tard, de continuer à apprendre auprès de lui, peut-être même de rester. On pourrait poursuivre le travail d'Hélène, dit-elle, les yeux brillants. Reprendre ses carnets, les compléter, tous les deux, vous et moi. Georges se figea. Quelque chose en lui se referma d'un coup. S'attacher, compter sur quelqu'un, construire de nouveau. Tout ce qu'il avait fui depuis 3 ans remontait en bloc, et avec la peur immense de perdre encore, car il savait, lui, ce que c'était de perdre. Il savait le prix de l'attachement. Non, dit-il sèchement. Léa s'arrêta net. Georges, vous partirez à la fin de votre stage. C'est ainsi. Vous avez votre vie ailleurs. N'allez pas vous mettre des idées en tête. Sa voix était dure,
plus dur qu'il ne voulait. Il se leva, prit sa veste et sortit dans la nuit sans un mot de plus. Dehors, l'air du printemps était doux, mais Georges ne le sentait pas. Il marchait à grands pas entre les arbres, le cœur serré, en colère contre Léa, contre lui-même, contre tout. Il ne voulait pas s'attacher. Il ne pouvait pas, parce qu'aimer, il le savait trop bien, c'était se condamner un jour à pleurer. Et il avait déjà bien assez pleuré. Après cette soirée, un froid s'installa entre eux. Pas le froid de l'hiver, mais un autre, plus difficile à supporter. Georges s'était de nouveau renfermé dans son silence. Léa, blessée, n'osait plus lui parler. Ils continuaient leur tournée, mais côte à côte, sans un mot, chacun murait dans ses pensées. Georges s'en voulait. Il savait qu'il avait été dur, injuste. Léa n'avait rien fait de mal. Elle avait seulement rêvé tout haut, comme on rêve à son âge. C'était lui le problème. Sa peur, sa vieille blessure qui ne guérissait pas. Mais il ne savait pas comment revenir en arrière. Les mots pour s'excuser étaient encore plus difficiles que les autres. Un matin de fin de printemps, ils partirent ensemble vérifier les pièges des braconniers. Depuis quelques semaines, Georges avait remarqué des traces suspectes dans le secteur. Des collets, des câbles tendus entre les arbres, des pièges cruels posés pour étrangler les bêtes. Il les détruisait à mesure qu'il les trouvait, le cœur plein de colère. Il marchait depuis un moment, quand Léa s'arrêta brusquement. « Georges, là-bas, regardez !» Il leva les yeux. Au loin, dans un fourré, quelque chose bougeait, une masse sombre qui se battait. Georges sentit son sang se glacer. Ils se précipitèrent, et ce qu'ils découvrirent lui brisa le cœur. C'était le vieux, le grand cerf roux. Un collet de braconnier s'était refermé autour de sa patte. Et plus il se débattait, plus le câble mordait dans sa chair. L'animal était épuisé, le flanc couvert de sueur, les yeux fous de douleur et de terreur. « Non !» murmura Georges. « Non, pas lui !» Il s'approcha lentement, les mains tendues, parlant d'une voix douce pour calmer la bête. « Doucement, mon vieux, doucement, je suis là. » Le cerf le reconnut, peut-être. Il cessa un instant de se débattre. Georges s'agenouilla près de lui, sortit son couteau et entreprit de couper le câble. Léa l'aidait, maintenant la patte du mieux qu'elle pouvait, sans une plainte malgré la peur. Le câble céda enfin, mais le mal était fait. La blessure était profonde et le vieux avait perdu beaucoup de sang. Il tenta de se relever, retombant, tentant encore. Georges et Léa furent tout ce qu'ils purent. Ils nettoyèrent la plaie, tentèrent de le rassurer, restèrent près de lui des heures. Mais à mesure que le jour déclinait, le vieux faiblissait, sa respiration ralentissait, ses grands yeux sombres devenaient vitreux. Georges comprit. Il avait trop vu la forêt pour ne pas reconnaître la mort qui approche. « Il s'en va », dit-il d'une voix sourde. Il posa la main sur l'enclume du cerf.
doucement, comme on caresse un ami. L'animal tourna vers lui son regard une dernière fois. Puis son souffle s'éteignit lentement et son grand corps s'immobilisa pour toujours. Le silence retomba sur la clairière, un silence immense, terrible. Et alors, Georges s'effondra. Toute la douleur qu'il retenait depuis des années jaillit d'un coup. Il pleura, le visage dans ses mains, à genoux près de la bête morte. Il pleura le vieux, mais il pleurait Hélène aussi, et toutes ces années de solitude, et tout ce poids qu'il portait seul depuis si longtemps. Les larmes coulaient, libres, qui rampent, comme une rivière qui rompt enfin sa glace. Léa s'agenouilla près de lui. Elle ne dit rien. Elle posa simplement la main sur son épaule et la laissa là. D'habitude, Georges se serait raidi. Il aurait repoussé cette main, ce réconfort. Il aurait fui, mais cette fois, il ne le fit pas. Cette fois, il accepta. Il posa sa propre main, vieille et tremblante, sur celle de Léa, et ils restèrent ainsi, tous les deux, agenouillés dans la clairière du soir, à pleurer ensemble la même perte. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, Georges n'était pas seul pour traverser le chagrin. Et il comprit, dans cet instant, quelque chose qu'il avait oublié, que la douleur partagée pesait moins lourd, que ce n'est pas l'attachement qui nous brise, mais le fait de le vivre seul. La nuit tombait sur la forêt. Au loin, un oiseau chanta. La vie continuait, malgré tout. Elle continuait toujours. Et Georges, ce soir-là, recommença lentement à respirer. L'été passa, doux et lumineux, doux et lumineux. La forêt avait repris ses couleurs, et Georges, lui aussi, semblait avoir changé. La mort du vieux l'avait brisé, mais de cette cassure était né autre chose. Un homme plus léger, un homme qui parlait, qui riait parfois, qui ne fuyait plus le regard des autres. Avec Léa, tout était redevenu simple, mieux que simple. Il ne s'était pas vraiment expliqué. Georges n'était pas un homme à faire de longs discours. Mais après cette nuit dans la clairière, plus rien n'était comme avant. Ils travaillaient ensemble, mangeaient ensemble, partageaient le silence et les mots avec la même aisance. La cabane était vivante désormais. Hélène songeait parfois à Georges, aurait aimé cela. Mais l'été touchait à sa fin, et avec lui, le stage de Léa. Le jour du départ arriva trop vite. Un matin de septembre, l'air sentait déjà l'automne. La petite voiture cabossée était garée devant la cabane. Le coffre ouvert, Léa rangeait ses affaires, son grand sac à dos, ses carnets remplis de notes et de croquis. Georges la regardait faire depuis le pas de la porte. Il avait le cœur lourd, mais cette fois, il ne se referma pas. Il ne se mura pas dans la colère ou le silence. Il accepta la tristesse pour ce qu'elle était, la preuve qu'il tenait à quelqu'un. Et cela, désormais, ne lui faisait plus peur. « Eh bien ?» dit Léa en refermant le coffre. « Voilà », répondit Georges.
Ils restèrent un moment sans rien dire, un peu gauches tous les deux. Puis Georges rentra dans la cabane et en ressortit avec un objet entre les mains. Les carnets d'Hélène. Il les tendit à Léa. « Tenez, ils sont pour vous. » Léa ouvrit de grands yeux. « Georges, non, je ne peux pas. Ce sont les carnets d'Hélène. C'est tout ce qui vous reste d'elle. » « Justement, dit-il doucement. Un savoir qu'on garde pour soi, ça meurt avec celui qui le garde. Hélène ne voulait pas ça. Elle voulait transmettre, comme moi. Prenez-les, complétez-les, faites-les vivre. Les yeux de Lia se remplirent de larmes. Elle serra les carnets contre sa poitrine, comme un trésor. « Je reviendrai, dit-elle, je vous le promets. Je reviendrai vous montrer ce que j'en aurais fait. » « Je sais, répondit Georges avec un demi-sourire, et la porte sera ouverte. Elle l'embrassa sur la joue, vite, puis monta dans la voiture avant que ses larmes ne coulent pour de bon. Le moteur démarra. La voiture descendit le chemin en cahotant, comme elle était venue, presque 1 an plus tôt. Georges leva la main. Il la regarda disparaître entre les arbres, jusqu'à ce qu'on n'entendait plus le bruit du moteur. Puis le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Ce n'était plus le silence d'un homme qui se cache du monde. C'était un silence paisible, choisi, habitué par les souvenirs et par l'attente douce d'un retour. Georges resta un moment seul devant la cabane. Puis il prit son bâton et s'enfonça dans la forêt. Comme chaque jour, l'air était frais. Les premières feuilles commençaient à jaunir. L'automne revenait, fidèle, comme toujours. Il marcha jusqu'à la clairière, celle où le vieux était mort. Il s'y arrêta, le cœur serré par le souvenir. Et c'est là qu'il la vit, à la lisière des arbres, immobile. Une jeune biche l'observait, élancée, le pelage clair, les oreilles redressées. Elle était jeune, à peine sortie de l'enfance, peut-être une descendante du vieux, peut-être pas. Mais elle était là, vivante, à le regarder de ses grands yeux sombres et calmes. Georges sourit. « Te voilà, toi, murmura-t-il. La biche ne s'enfuit pas. Elle le regarda encore un instant, puis baissa la tête et se mit à brouter, tranquille, comme si elle avait toujours connu. Georges la contempla longtemps, et il comprit que rien ne finissait vraiment. Que la forêt, comme la vie, recommençait toujours, que les saisons se suivaient, que les êtres partaient, et que d'autres venaient, et que l'amour, lui, ne se perdait jamais tout à fait. Sa solitude n'était plus une prison. Elle était redevenue un choix paisible. Un manteau qu'il portait, non plus pour se cacher, mais pour mieux écouter le monde. Le vent se leva dans les arbres. Georges respira profondément et reprit sa marche, le cœur en paix. La boucle des saisons se refermait. Et déjà, doucement, elle recommençait.
Et voilà les amis, j'espère que cette petite histoire de Georges vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Je vous retrouve demain à la même heure et je vous souhaite une bonne nuit.